Le soleil se leva sur Thèbes comme il s'était toujours levé, doré et impitoyable, mais quelque chose avait changé au cœur de l'Égypte. Les eaux du Nil coulaient toujours, nourrissant les terres fertiles qui soutenaient des millions d'âmes, mais l'empire dressé sur ses rives était fracturé, saigné par des décennies de désordre. Le règne d'Akhénaton avait laissé des cicatrices profondes dans l'âme de la nation. Il avait tenté de détruire les anciens dieux, d'élever un nouveau soleil au-dessus du désert, mais l'Égypte n'avait pas accepté. Les temples d'Amon avaient été fermés, les prêtres réduits au silence. Et lorsque l'hérétique finit par tomber, le chaos prit sa place. Toutankhamon, le jeune roi qui avait voulu réparer ce qui avait été brisé, mourut trop jeune pour consolider quoi que ce fût. Après lui vinrent des années obscures, des généraux se succédant au pouvoir, essayant de retenir un empire qui menaçait de s'effondrer comme du sable entre les doigts. C'est dans ce contexte d'instabilité que Ramsès, le premier de ce nom, monta sur le trône. C'était un militaire d'origine modeste, un homme qui avait conquis le pouvoir par la force de son bras et par la loyauté des troupes. Mais Ramsès était âgé, fatigué, et savait qu'il n'aurait pas le temps de restaurer la gloire perdue. Il ne régna que 2 années, suffisamment pour stabiliser le trône et préparer la voie à son fils. Ce fils s'appelait Séti, un nom qui signifiait « celui qui appartient à Seth », le dieu de la guerre et du désert, le seigneur du chaos maîtrisé. Et c'est précisément ce que Séti devint, l'homme qui dompta le chaos et rendit à l'Égypte sa place de puissance dominante dans le monde antique. Lorsque Séti accéda au trône, vers 1290 ans avant Jésus-Christ, l'Égypte n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été sous les grands pharaons guerriers de la 18e dynastie. Les frontières étaient vulnérables. Les provinces syriennes et cananéennes, qui autrefois versaient tribut à l'Égypte, défiaient désormais ouvertement l'autorité de Thèbes. Les Libyens envahissaient les terres de l'Ouest, et les Hittites, le grand empire rival au nord, avançaient sur des territoires qui auraient dû rester égyptiens. Dans les rues de Thèbes, de Memphis et d'Héliopolis, le peuple murmurait. Les dieux étaient en colère, disait-il. L'Égypte avait perdu la faveur divine, mais Séti ne croyait pas aux excuses divines. Il savait que les dieux favorisaient les forts, et il comptait bien être le plus fort de tous. Dans les salles dorées du palais royal, entouré de prêtres d'Amon et de généraux expérimentés, Séti fit un serment. Il ne serait pas seulement pharaon, mais conquérant. Il rétablirait les frontières, écraserait les rebelles et graverait son nom dans la pierre et dans le sang. L'Égypte redeviendrait redoutée et lui en serait l'architecte. Mais avant de partir en guerre, Séti devait consolider son pouvoir à l'intérieur. Les prêtres d'Amon étaient essentiels. Ils contrôlaient non seulement la foi du peuple, mais aussi d'immenses richesses et une influence politique considérable. Akhénaton les avait humiliés et maintenant, ils exigeaient réparation. Séti comprit cela immédiatement. Il remplit les coffres des temples, parraina de grands festivals et jura de reconstruire les sanctuaires abandonnés. En échange, les prêtres le proclamèrent fils d'Amon, élu des dieux, le pharaon, qui ramènerait l'ordre cosmique. C'était une alliance pragmatique, mais elle fonctionna. Le soutien religieux assuré, Séti tourna son attention vers l'armée. L'Égypte avait toujours été une puissance militaire, mais les dernières décennies d'instabilité avaient affaibli ses forces. Séti savait que pour reconquérir les territoires perdus, il lui fallait une armée renouvelée, disciplinée et mortelle. Il recruta des soldats dans toutes les provinces, forma des archers nubiens, une infanterie égyptienne et des conducteurs de chars de guerre. Les chars étaient l'arme la plus redoutable de l'époque, l'équivalent antique des chars d'assaut modernes. Légers, rapides et meurtriers, ils pouvaient déchirer les formations ennemies par des passes successives de flèches et de lances. Séti ne se contenta pas de maîtriser l'usage des chars. Il en fit une machine de guerre coordonnée, capable de manœuvres complexes sur le champ de bataille. Pendant qu'il entraînait ses troupes, Séti préparait aussi son esprit. Il étudiait les récits des campagnes de Thoutmôsis, le 3e de ce nom, le plus grand conquérant que l'Égypte eût jamais connu. Thoutmôsis avait marché jusqu'à l'Euphrate, soumis des dizaines de cités et transformé l'Égypte en une superpuissance régionale. Séti voulait reproduire cet exploit,
Mais il savait que les temps avaient changé. Les Hittites étaient plus puissants que tout ennemi que toute Moses eût affronté, et les cités syriennes étaient mieux fortifiées. Ils devraient être non seulement forts, mais aussi stratégiques. Alors que les préparatifs avançaient, le peuple de Thèbes commença à sentir le changement. Une énergie nouvelle flottait dans l'air, une impression de but retrouvé. Les festivals redevenaient grandioses, les processions religieuses envahissaient les rues, et les scribes recommençaient à graver les exploits du pharaon. Séti construisait non seulement une armée, mais aussi une narration. On se souviendrait de lui non comme d'un souverain ayant hérité d'un empire faible, mais comme de celui qui l'avait relevé de ses cendres. La deuxième année de son règne, Séti fut enfin prêt. Les troupes étaient entraînées, les provisions rassemblées et les dieux apaisés par des offrandes et des prières. Il était temps de marcher. La première campagne serait à l'ouest, contre les Libyens, qui depuis des années harcelaient les frontières égyptiennes. Ce n'étaient pas des armées organisées, mais des tribus nomades qui attaquaient villages et caravanes, fuyant dans le désert avant toute riposte. Séti savait qu'il devait envoyer un message clair. L'Égypte ne tolérerait plus aucun défi. Il rassembla ses forces et marcha vers l'ouest, traversant le désert avec une détermination implacable. Les Libyens, habitués à affronter des garnisons faibles et désorganisées, ne s'attendaient pas à une armée royale menée par le pharaon en personne. Quand les chars égyptiens apparurent à l'horizon, soulevant des nuages de poussière, beaucoup s'enfuirent. Mais Séti ne cherchait pas à les disperser. Il voulait les détruire. La bataille fut brutale et rapide. Les chars égyptiens encerclèrent les camps libyens, les archers déversèrent des flèches sur les tentes, et l'infanterie avança avec lances et boucliers. En quelques heures, la résistance libyenne fut écrasée. Séti ordonna qu'on emmène les survivants prisonniers et qu'on leur coupe les mains en guise d'avertissement. Telle était la justice du pharaon. À son retour à Thèbes, il rapporta butin de guerre, prisonniers enchaînés et surtout une victoire. Les scribes se mirent aussitôt à graver cet exploit sur les murs du temple de Karnak. Les images montraient Séti sur son char, arc en main, écrasant ses ennemis sous les roues. C'était de la propagande, certes, mais c'était aussi la vérité. L'Égypte avait de nouveau un guerrier sur le trône. Avant d'être pharaon, avant de porter la double couronne de Haute et Basse Égypte, avant d'être appelé fils de Ré, Séti fut soldat. Cela le distinguait de nombreux prédécesseurs montés sur le trône par simple lignage, des hommes qui ne connaissaient le pouvoir que dans les salles royales et les temples parfumés. Séti connaissait l'odeur de la sueur, la poussière des marches, le goût métallique de la peur avant la bataille. Il n'avait pas seulement hérité d'un titre, mais aussi de l'expérience brutale de celui qui avait combattu pour la survie de l'Empire aux frontières les plus dangereuses. Son père, Ramsès, avait été général avant d'être pharaon, et il veilla à ce que son fils apprenne à commander non depuis un trône lointain, mais depuis le champ de bataille. Dès son jeune âge, Séti fut envoyé dans les provinces du Nord, où l'Égypte entretenait des postes avancés dans des territoires contestés. La région de Syrie et de Canaan était un chaudron de tension. Tribus locales, petits royaumes et la menace constante des Hittites transformaient chaque journée en une question de survie. Là-bas, Séti apprit que la guerre n'était pas seulement gloire et trophée, mais aussi logistique, discipline et capacité à prendre des décisions rapides sous pression. Il n'était pas un noble observant les batailles de loin. Séti marchait avec les soldats, dormait sous les mêmes tentes, mangeait la même nourriture rationnée. Cela créa une loyauté rare entre lui et ses troupes. Les hommes ne le suivaient pas seulement parce qu'il était fils du pharaon, ils le suivaient parce qu'il était l'un des leurs. La première leçon que Séti apprit fut que la puissance de l'Égypte reposait sur une arme, le char de guerre. Ces machines légères, tirées par 2 chevaux rapides, constituaient l'avantage tactique qui avait permis à l'Égypte de dominer le Proche-Orient pendant des siècles. Mais posséder des chars ne suffisait pas. Il fallait savoir s'en servir. Séti passa des années à s'entraîner comme conducteur et archer, apprenant à maîtriser les chevaux à grande vitesse tout en tirant sur des cibles mobiles. C'était une compétence exigeant force, coordination et courage. Une erreur
et le char risquait de basculer. Une hésitation et l'ennemi pouvait vous atteindre. Séti domina cet art. Il ne se contentait pas de conduire, il commandait des formations entières de chars, coordonnant des attaques en tenaille, des manœuvres de flanc et des retraites tactiques. Les vétérans qui combattirent à ses côtés disaient qu'il possédait une vision du champ de bataille, capable de le lire comme un scribe lit les hiéroglyphes. Il savait quand avancer, quand reculer, quand presser l'ennemi et quand le laisser fuir dans un piège. Ses talents ne venaient pas seulement de l'instinct. Séti étudiait. Il interrogeait les prisonniers, analysait les tactiques ennemies et discutait stratégie avec d'autres officiers. Il savait que la guerre était autant affaire d'esprit que de force physique et qu'un commandant ignorant était un commandant mort. Sa première grande épreuve en tant que chef vint alors qu'il servait encore sous les ordres de son père. Une coalition de tribus cananéennes s'était rebellée, refusant de payer tribut à l'Égypte et attaquant les caravanes commerciales. L'Égypte ne pouvait tolérer cela. La route commerciale reliant le delta du Nil à la Syrie était vitale pour l'économie égyptienne. Et toute interruption menaçait non seulement la richesse, mais aussi la stabilité même du royaume. Ramsès envoya son fils mater la rébellion. Séti marcha avec une force de 2000 hommes, incluant 300 chars de guerre, 1000 archers et 700 fantassins. C'était une armée considérable, mais les rebelles connaissaient le terrain et bénéficiaient du soutien de plusieurs cités fortifiées. Séti savait qu'une attaque frontale serait coûteuse. Il divisa donc ses forces. Il envoya la moitié de l'armée assiéger la principale cité rebelle, tandis qu'il menait lui-même les chars dans une série d'attaques rapides contre les villages voisins. La stratégie fonctionna. Voyant leurs villages brûlés et leurs récoltes détruites, les rebelles comprirent qu'ils ne pouvaient gagner. Quand Séti offrit finalement des conditions de reddition, ils acceptèrent. La cité principale ouvrit ses portes et les chefs rebelles furent ramenés enchaînés en Égypte. Séti n'avait pas seulement remporté la victoire, il l'avait obtenue avec des pertes minimales et une rapidité impressionnante. Son père fut fier. Les généraux expérimentés commencèrent à le voir non plus comme un jeune prince, mais comme un véritable commandant. Mais toutes les campagnes n'étaient pas aussi nettes. Certaines batailles tournèrent mal. L'ennemi se révéla plus fort que prévu. Les plans s'effondrèrent dans le chaos du combat rapproché. C'est dans ces batailles que Séti apprit ses leçons les plus précieuses. Il comprit que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Il apprit que les hommes suivent ceux qui mènent par l'exemple, qu'un commandant qui recule face à l'adversité perd la loyauté de ses troupes. Et il comprit que la guerre est impitoyable. Il n'y a pas de place pour l'hésitation, la pitié mal placée ou l'indécision. Un bon commandant doit pouvoir prendre des décisions difficiles, sacrifier quelques-uns pour sauver beaucoup et porter le poids de ses choix. Séti apprit à porter ce fardeau. Il vit des hommes mourir sous ses ordres, de braves soldats loyaux qui avaient mis leur confiance en lui et payé de leur vie. Il n'oublia jamais leur visage, mais il ne laissa jamais la douleur l'immobiliser. Chaque perte était une leçon, chaque erreur une chance de s'améliorer. Il devint un meilleur commandant, non malgré ses échecs, mais grâce à eux. Pendant qu'il servait aux frontières, Séti acquit aussi la réputation d'un disciplinaire impitoyable. Il ne tolérait ni lâcheté, ni désertion, ni insubordination. Les soldats qui fuyaient le combat étaient exécutés publiquement. Les officiers qui échouaient dans leur mission étaient destitués et humiliés. Mais Séti récompensait aussi la bravoure. Les soldats méritants recevaient or, terre et promotion. Les officiers compétents étaient élevés à des postes de confiance. Cette combinaison de crainte et de récompense créa une armée loyale et efficace. Les hommes savaient que Séti était dur, mais aussi qu'il était juste. Il n'exigeait rien de ses soldats qu'il ne fût prêt à accomplir lui-même. Quand il ordonnait une attaque, il était en première ligne. Quand il demandait aux hommes de marcher 1 kilomètre de plus sous le soleil brûlant, il marchait avec eux. Cela inspirait le respect. Et le respect, au fond, est ce qui maintient une armée unie. Des années de campagne transformèrent Séti d'un jeune prince en un général expérimenté. Il connaissait chaque aspect de la guerre, stratégie,
tactique, logistique, morale. Il savait comment galvaniser les hommes avant la bataille, comment maintenir la discipline durant de longues marches, comment négocier avec des ennemis vaincus. Quand son père mourut et qu'il monta enfin sur le trône, Séti n'était pas seulement un pharaon. C'était un soldat couronné, un commandant qui comprenait que la puissance de l'Égypte venait non seulement des dieux, mais aussi de la lame de l'épée et de la force du bras. Et il était prêt à user de cette puissance. La première grande campagne de Séti en tant que pharaon fut contre les Libyens. Ces tribus nomades de l'Ouest avaient été une nuisance persistante pour l'Égypte depuis des générations. Elles ne possédaient ni armées organisées ni cités fortifiées, mais compensaient cela par leur mobilité et leur connaissance du désert. Elles attaquaient les villages égyptiens proches de la frontière, volaient du bétail, brûlaient les récoltes et disparaissaient dans les dunes avant toute riposte. Pour les pharaons précédents, les Libyens étaient une irritation tolérable, un problème mineur comparé aux menaces plus graves du nord et du sud. Mais Séti ne tolérait aucune menace, grande ou petite. Il voyait les attaques libyennes non seulement comme un problème de sécurité, mais comme un défi à l'autorité de l'Égypte. S'il permettait à des tribus du désert d'attaquer son peuple impunément, quel message cela enverrait-il aux Hittites, aux Nubiens, aux Cananéens? Celui de la faiblesse. Et la faiblesse était une chose que Séti ne pouvait permettre. Il décida donc que les Libyens seraient la première leçon qu'il enseignerait au monde. L'Égypte était de retour, et défier le pharaon avait un prix. La campagne commença la 3e année de son règne. Séti rassembla une armée de 5000 hommes, incluant 400 chars de guerre, 2000 archers et le reste d'infanterie. C'était une force énorme pour une campagne contre des tribus nomades, mais Séti ne voulait pas simplement repousser les Libyens. Il voulait les éliminer comme menace. La marche vers l'ouest fut brutale. Le désert libyen était impitoyable, une mer de sable sous un soleil brûlant comme l'œil même de Rê. L'eau devait être rationnée et les hommes avançaient sous une chaleur étouffante, enveloppés de lin blanc pour se protéger du soleil. Beaucoup de soldats, surtout les plus jeunes, n'avaient jamais connu un tel désert. Ils étaient habitués à la vallée fertile du Nil, où l'eau abondait et l'ombre des palmiers offrait du répit. Ici, il n'y avait aucun répit, seulement du sable, de la chaleur et la promesse d'une bataille. Séti menait depuis l'avant, son char avançant à la tête de la colonne. Il portait la couronne bleue de guerre, la képrèche, symbole de son rôle de commandant militaire. Son corps était couvert d'une armure de cuir renforcée de plaques de bronze, et il tenait un arc composite, l'arme préférée des pharaons guerriers. À ses côtés, dans le char, se tenait son écuyer, un vétéran de nombreuses campagnes qui tenait les rênes pendant que Séti visait et tirait. Les deux hommes avaient combattu ensemble pendant des années et leur synchronisation était parfaite. Après 5 jours de marche, les éclaireurs égyptiens localisèrent enfin le principal camp libyen. Il était situé près d'une oasis où les tribus avaient rassemblé leurs troupeaux et leurs familles. Séti ordonna à ses troupes de s'approcher silencieusement pendant la nuit, encerclant l'oasis avant l'aube. Quand le soleil se leva, les Libyens se réveillèrent cernés. Séti n'offrit aucune condition de reddition. Il ordonna l'attaque immédiate. Les chars égyptiens chargèrent en premier, leurs roues soulevant des nuages de sable tandis qu'ils décochaient des flèches sur le camp. Les Libyens, pris par surprise, tentèrent de se défendre, mais il était trop tard. L'infanterie égyptienne avança avec boucliers et lances, pénétrant dans le camp et massacrant toute résistance. Les archers nubiens, réputés pour leur précision mortelle, se postèrent sur les hauteurs autour de l'oasis et déversèrent des flèches sur les Libyens tentant de fuir. En quelques heures, le camp était en ruine. Des centaines de Libyens furent tués et autant capturés. Séti ordonna qu'on marque les prisonniers et qu'on les ramène en Égypte comme esclaves. Les chefs tribaux, ceux qui avaient organisé les attaques contre l'Égypte, furent exécutés publiquement. Leurs mains droites furent coupées et empilées devant Séti, un décompte macabre des ennemis vaincus. C'était une coutume ancienne, un moyen de quantifier la victoire et d'envoyer un message clair. Défier le pharaon, c'était choisir la mort. Mais Séti n'en resta pas là.
Ils savaient que détruire un seul camp ne suffirait pas à sécuriser la frontière occidentale. Il devait y établir une présence permanente. Il ordonna donc la construction d'une série de forteresses le long de la frontière, garnies de soldats égyptiens et approvisionnées en eau et en nourriture venues du Nil. Ces forteresses servaient de postes avancés, surveillant les mouvements des tribus libyennes et répondant rapidement à toute incursion. De plus, Séti établit des patrouilles régulières, avec des détachements de chars parcourant le désert à la recherche de groupes nomades pouvant représenter une menace. C'était une approche systématique, transformant la défense de la frontière occidentale d'une réaction en une anticipation. Les Libyens apprirent vite qu'attaquer l'Égypte ne valait plus la peine. La riposte était rapide, brutale et dévastatrice. Avec le temps, de nombreuses tribus préférèrent négocier avec l'Égypte plutôt que de combattre, offrant tribut et loyauté en échange de paix. Séti accepta ces offres, mais ne baissa jamais sa garde. Il savait que la paix dans le désert était toujours fragile, maintenue uniquement par la menace constante de violence. La victoire sur les Libyens fut célébrée dans tout l'Égypte. Séti revint à Thèbes en triomphe, marchant dans les rues de la ville, tandis que les foules acclamaient son nom. Les prisonniers libyens, enchaînés et humiliés, furent exhibés publiquement, démonstration claire du pouvoir restauré du pharaon. Les prêtres d'Amon célébrèrent de grandes cérémonies au temple de Karnak, remerciant les dieux pour la victoire et proclamant Séti élu de Ré. Et sur les murs du temple, les scribes commencèrent à graver les exploits du pharaon. Les scènes étaient impressionnantes. Séti sur son char, arc bandé, flèches filant vers les ennemis. Des Libyens tombant sous les roues du char royal, leurs corps broyés, leurs armes brisées. C'était de la propagande, bien sûr, mais aussi un moyen de préserver la mémoire. Dans l'Égypte antique, être souvenir était une forme d'immortalité. Et Séti était déterminé à être souvenir. Les inscriptions ne parlaient pas seulement de victoires militaires, elles soulignaient aussi le rôle de Séti comme restaurateur de l'ordre. Le texte disait qu'il avait rendu la Ma'at, l'équilibre cosmique, à l'Égypte. Que sous son règne, les frontières étaient sûres, les dieux satisfaits et le peuple protégé. C'était une narration soigneusement construite, mais fondée sur une vérité. L'Égypte était effectivement plus sûre sous Séti qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. La frontière occidentale stabilisée, Séti tourna son attention vers le sud. La Nubie, terre d'or et de guerriers farouches, avait été une province égyptienne pendant des siècles, mais l'instabilité récente avait permis à certaines tribus nubiennes de se rebeller. Séti ne pouvait tolérer cela. L'or nubien était vital pour l'économie égyptienne, finançant tout, de la construction des temples au paiement des mercenaires. Il marcha vers le sud avec une armée renouvelée, déterminée à reconquérir tout territoire perdu. La campagne nubienne fut plus difficile que la libyenne. Les Nubiens étaient des guerriers expérimentés, réputés pour leur habileté à l'arc et leur endurance dans les marches désertiques. Ils connaissaient aussi le terrain, utilisant montagnes et vallées pour tendre des embuscades aux forces égyptiennes. Mais Séti était patient. Il ne se laissa pas attirer dans des pièges. Au contraire, il avança méthodiquement, forteresse après forteresse, cité après cité. Quand il rencontrait de la résistance, il l'écrasait avec une force écrasante. Quand les Nubiens offraient leur reddition, il l'acceptait, mais exigeait toujours tribut et otages pour garantir leur loyauté future. Peu à peu, la Nubie fut reconquise et le flux d'or restauré. Séti revint en Égypte de nouveau victorieux, sa réputation de guerrier solidement établie. Il n'était pas seulement un pharaon, c'était le lion de la frontière, l'homme qui avait rétabli les limites de l'Empire et garanti qu'aucun ennemi, grand ou petit, ne défierait plus l'Égypte impunément. Si la campagne contre les Libyens fut une démonstration de force et la campagne nubienne une consolidation de ressources, la campagne asiatique de Séti fut le véritable test de son génie militaire. Le nord, la région que les Égyptiens appelaient Redjenou, était là où le vrai pouvoir se mesurait. On y trouvait les riches cités de Canaan et de Syrie, les routes commerciales reliant l'Égypte au reste du monde, et surtout la présence menaçante de l'empire hittite.
Les Hittites étaient la superpuissance rivale de l'Égypte. Ils contrôlaient l'Anatolie et une grande partie de la Syrie, et leurs ambitions entraient constamment en conflit avec celles du pharaon. Sous Akhenaton et les pharaons faibles qui l'avaient suivi, l'Égypte avait perdu du terrain dans la région. Des cités qui autrefois versaient tribut à Thèbes se prosternaient désormais devant les Hittites. Des rois vassaux qui avaient juré fidélité à l'Égypte envoyaient maintenant leurs richesses à Hattusa, la capitale hittite. Cela était inacceptable pour Séti. Il ne voulait pas seulement récupérer ses territoires, il voulait envoyer un message clair aux Hittites. L'Égypte était de retour et ne serait plus jamais intimidée. La campagne commença la 5e année de son règne. Séti rassembla la plus grande armée que l'Égypte eût vue depuis des décennies. 10 000 hommes au total, incluant 600 chars de guerre, 3 000 archers, 4 000 fantassins et 2 000 auxiliaires chargés de la logistique et du génie. C'était une force redoutable, mais déplacer et approvisionner une telle armée était un cauchemar logistique. Séti passa des mois à planifier chaque détail. Des itinéraires furent établis, des dépôts de ravitaillement créés en chemin, et des accords conclus avec des tribus locales pour fournir eau et nourriture en échange d'or égyptien. La première cible fut Canaan, la région correspondant approximativement à l'actuel Israël et à la Palestine. Plusieurs cités cananéennes s'étaient rebellées contre l'Égypte et Séti devait rétablir l'ordre. Il traversa le Sinaï, franchissant le désert qui séparait l'Égypte de l'Asie. C'était une route que les pharaons guerriers avaient empruntée pendant des siècles, que les Égyptiens appelaient la voie d'Horus. Le long du trajet, des forteresses et des puits facilitèrent la traversée. Malgré tout, c'était un voyage ardu, et beaucoup de jeunes soldats souffrirent de la chaleur et de la rareté de l'eau. Mais Séti les maintint en mouvement, sachant que tout retard donnerait aux Cananéens le temps de se préparer. Quand l'armée égyptienne sortit enfin du Sinaï et entra en Canaan, la nouvelle de son arrivée se répandit rapidement. Certaines cités, craignant la colère du pharaon, envoyèrent des émissaires offrant leur soumission. Séti accepta ces redditions, mais exigea un tribut lourd et des otages issus de familles nobles pour garantir leur loyauté. D'autres cités, cependant, choisirent de résister. Elles comptaient sur leurs murailles épaisses et sur des promesses de soutien d'autres royaumes. Séti ne perdit pas de temps en longs sièges. Il employa des tactiques brutales et efficaces. D'abord, ses ingénieurs construisirent des rampes de sable et de bois permettant aux soldats d'escalader les murailles. Pendant ce temps, les archers égyptiens maintenaient les défenses sous pression, lançant des flèches constantes sur les défenseurs. Une fois la rampe prête, l'infanterie égyptienne montait en vague, utilisant des boucliers pour se protéger tout en combattant corps à corps sur les remparts. C'était un processus sanglant, mais efficace. Cité après cité tomba devant l'armée de Séti. Les résistants furent pillés, leurs richesses emportées en Égypte, leurs chefs exécutés. Les autres furent épargnés, mais placés sous un contrôle égyptien strict. Séti installa des gouverneurs loyaux dans chaque cité importante et laissa des garnisons égyptiennes pour empêcher toute nouvelle rébellion. Il reconstruisait le réseau de contrôle que l'Égypte avait perdu. Mais l'épreuve décisive viendrait à Megiddo. Cette cité, stratégiquement située au nord de Canaan, avait été le théâtre de l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire égyptienne. Des siècles plus tôt, Thoutmôsis III avait vaincu une coalition de rois cananéens à Megiddo, établissant la domination égyptienne sur la région. Maintenant, Megiddo était de nouveau en rébellion. Et Séti savait qu'il devait y triompher non seulement pour reprendre la cité, mais aussi pour évoquer la gloire passée. La bataille de Megiddo fut épique. Les Cananéens, sachant qu'ils affrontaient le pharaon en personne, rassemblèrent toutes les forces disponibles. Ils avaient l'avantage numérique et connaissaient le terrain. Mais Séti disposait de discipline, d'entraînement et des chars égyptiens. La bataille commença à l'aube. Les Cananéens formèrent leur ligne devant les murailles de la cité, espérant que leur supériorité numérique suffirait à arrêter l'avancée égyptienne. Séti, cependant, ne prévoyait pas une attaque frontale. Il divisa ses chars en 3 groupes. Le premier attaqua le centre ennemi, non pour le percer, mais pour l'immobiliser.
Pendant que les Cananéens concentraient leur attention sur ce front, les deux autres groupes de chars contournèrent les flancs, encerclant les lignes ennemies dans une manœuvre en tenaille. C'était une tactique classique, mais exécutée avec une précision mortelle. Les chars égyptiens déversèrent des flèches sur les flancs cananéens, provoquant confusion et panique. Quand les lignes ennemies commencèrent à se disloquer, Séti ordonna l'assaut général. L'infanterie égyptienne avança comme une vague implacable, ses lances transperçant les boucliers cananéens, ses cris de guerre résonnant sur le champ de bataille. En quelques heures, la bataille était gagnée. Les Cananéens fuirent vers Megiddo, mais Séti ne leur accorda aucun répit. Il ordonna un siège immédiat, et après plusieurs jours sans nourriture ni eau, la cité se rendit. Séti entra victorieux à Megiddo, et comme Thoutmôsis l'avait fait des siècles auparavant, il grava son nom sur les murs du temple local. L'Égypte avait repris Megiddo, et le monde savait que le pharaon guerrier était de retour. Après Megiddo, Séti poussa encore plus au nord, en Syrie. Là, il rencontra des cités alliées aux Hittites. Certaines se rendirent rapidement, mais d'autres résistèrent. De furieuses batailles eurent lieu à Kadesh et dans d'autres cités fortifiées. Séti ne parvint pas à chasser complètement l'influence hittite de Syrie. Les Hittites étaient trop puissants pour cela, mais il restera une grande partie du territoire perdu. Il força les Hittites à reculer et établit une zone tampon de cités vassales fidèles à l'Égypte. C'était une victoire, même si elle n'était pas totale. Plus importante encore, c'était un avertissement. Les Hittites savaient désormais que l'Égypte, sous Séti, ne se laisserait plus repousser. Quand Séti revint enfin en Égypte, il ramena avec lui une caravane de richesses, or, argent, esclaves, chevaux, armes et tribus de dizaines de cités conquises. Il rapporta aussi quelque chose de plus précieux, le prestige. L'Égypte redevenait une puissance redoutée, et Séti était l'homme qui avait rendu cela possible. Les célébrations à Thèbes durèrent des semaines. Le peuple sortit dans les rues pour voir le défilé triomphal, où des prisonniers étrangers marchaient enchaînés, et des chars chargés de butin passaient sous des arcs décorés de fleurs et d'étendards. Séti, vêtu des insignes complets du pharaon, fut salué comme conquérant et sauveur. Et dans les temples, les prêtres chantèrent des hymnes en son honneur, proclamant qu'il avait restauré la Maat et rendu à l'Égypte sa place légitime de maîtresse du monde connu. Les victoires sur le champ de bataille étaient importantes, mais Séti savait que conquérir des territoires ne suffisait pas. Il devait conquérir les esprits. Dans l'Égypte antique, le pouvoir d'un pharaon ne venait pas seulement des armées et de l'or, mais de la croyance qu'il était divin, que les dieux parlaient à travers lui, que sa volonté était celle du cosmos. Akhenaton avait détruit cette croyance en tentant d'éliminer les anciens dieux. Le peuple égyptien ne lui avait jamais pardonné cela. Ainsi, quand Séti monta sur le trône, il sut qu'il devait non seulement reconquérir des territoires, mais aussi reconquérir la foi du peuple. Il devait transformer ses victoires militaires en preuve de faveur divine. Et il le fit à travers la forme de propagande la plus puissante du monde antique, l'architecture monumentale et les inscriptions sacrées. Chaque victoire était gravée dans les temples, chaque bataille transformée en art divin. Les murs de Karnak, le plus grand complexe religieux d'Égypte, devinrent une immense toile où l'histoire officielle du règne de Séti était racontée. Là, en bas-relief détaillé, Séti apparaissait comme un géant parmi les hommes mortels. Il était représenté au moment de la victoire, toujours parfait, toujours triomphant. Son arc était toujours bandé, sa flèche toujours juste. Les ennemis tombaient devant lui comme du blé sous la faucille. Ces images n'étaient pas seulement décoratives. Elles avaient un but idéologique profond. Dans la pensée égyptienne, l'ordre de l'univers dépendait de la Maat, le principe de vérité, de justice et d'équilibre cosmique. Le pharaon était le gardien de la Maat sur terre, et son devoir était de repousser le chaos, incarné par les ennemis étrangers et les forces déstabilisatrices. Quand Séti vainquait les Libyens, les Nubiens ou les Cananéens, il ne protégeait pas seulement des frontières. Il accomplissait sa fonction divine, repoussant le chaos vers les marges du monde et préservant l'ordre cosmique. Les inscriptions dans les temples le disaient clairement.
Elle décrivait Séti comme le fils de Ré, le dieu solaire, et comme l'avatar d'Horus, le dieu guerrier. Elles affirmaient qu'il avait été choisi par les dieux avant même sa naissance, que son destin était de rendre à l'Égypte sa grandeur. Et le peuple y croyait. Comment ne pas y croire, alors que les armées revenaient victorieuses, que les frontières étaient sûres, que les temples regorgeaient d'offrandes et que les festivals redevenaient grandioses. Séti donnait des résultats, et dans l'Égypte antique, les résultats étaient la meilleure preuve de faveur divine. Mais Séti ne se contentait pas des inscriptions. Il comprenait le pouvoir du spectacle, de la présence physique, de la performance publique. Il apparaissait régulièrement lors de cérémonies religieuses, vêtu des insignes complets du pharaon, la double couronne, le sceptre et le fléau, la fausse barbe divine. Il participait à des processions traversant Thèbes, où les foules se rassemblaient pour le voir. Pour le peuple, voir le pharaon, c'était voir un dieu vivant. Séti cultivait soigneusement cette image. Il n'était jamais vu dans la faiblesse. Il ne tombait jamais malade en public, ne montrait jamais peur ou doute. Il était toujours le conquérant, le guerrier invincible, l'élu des dieux. C'était une performance épuisante mais nécessaire. Le pouvoir d'un pharaon dépendait autant de la perception que de la réalité, et Séti était un maître dans la gestion des deux. Il comprenait aussi l'importance de récompenser ceux qui le soutenaient. Les prêtres d'Amon, humiliés par Akhenaton, reçurent d'immenses dons. Les temples furent restaurés et agrandis. Les festivals religieux furent généreusement financés. Séti savait que les prêtres étaient les formateurs d'opinion de l'Égypte antique. Ils contrôlaient non seulement les temples, mais aussi les écoles, les archives et une grande partie de la vie intellectuelle du pays. Garder les prêtres satisfaits signifiait garantir que la narration officielle de son règne serait préservée et diffusée. Les généraux et officiers qui avaient combattu à ses côtés furent aussi récompensés. Des terres furent distribuées, des titres accordés et des monuments érigés en l'honneur des plus méritants. Séti comprenait que la loyauté devait être achetée et il avait les ressources pour le faire. Le tribut provenant des provinces conquises, l'or de Nubie, le butin de guerre, tout cela était soigneusement redistribué pour maintenir l'élite égyptienne satisfaite et fidèle. Mais toute cette gloire avait un prix. Maintenir une armée active, construire des monuments, financer des temples, tout cela exigeait des ressources massives. L'Égypte prospérait sous Séti, mais elle était aussi tendue à l'extrême. Les paysans, qui formaient l'épine dorsale de la société égyptienne, étaient lourdement taxés. Ils fournissaient le grain nourrissant l'armée, le travail construisant les monuments, les soldats partant à la guerre. Et bien que la propagande officielle peignit un tableau d'harmonie et de prospérité, la réalité pour beaucoup d'Égyptiens ordinaires était faite de dur labeur et de sacrifices constants. Séti le savait. Il n'était pas naïf, mais il croyait aussi que le sacrifice en valait la peine. Une Égypte forte, aux frontières sûres et au prestige international, profitait à tous, même si le coût était élevé. Pourtant, il y avait des moments de doute. Dans les salles privées du palais, loin des yeux des courtisans et des prêtres, Séti se demandait parfois si cela valait la peine. Combien d'hommes étaient morts dans ces campagnes? Combien de veuves pleuraient dans des villages oubliés? Combien d'enfants grandiraient sans père à cause de ses ambitions? Il portait ses pensées en silence, ne les partageant avec personne. Un pharaon ne pouvait montrer de faiblesse, même envers lui-même. Mais elles étaient là, des ombres dans un coin de son esprit, des rappels que même les dieux vivants étaient mortels, et que tout pouvoir a un prix. Avec le temps, Séti commença à penser davantage à la mortalité. Il avait remporté bien des batailles, mais savait que la dernière guerre contre la mort était une qu'aucun pharaon ne pouvait gagner. L'Égypte croyait en la vie après la mort, et Séti, comme tous les pharaons, était obsédé par son immortalité. Il commença à planifier sa tombe, son temple funéraire, les rituels qui assureraient son passage sûr vers l'au-delà. Mais avant de ne penser qu'à la mort, il devait garantir que son legs sur terre fût solide. Et cela signifiait construire non seulement des armées, mais aussi des monuments qui résisteraient au temps et éterniseraient son nom. Si Séti était un guerrier implacable sur le champ de bataille,
Il était tout aussi déterminé en tant que bâtisseur. Pour les Égyptiens, construire des temples n'était pas seulement une affaire de religion, c'était une forme d'immortalité. Les mots écrits pouvaient être oubliés, les récits déformés, mais la pierre demeurait. Un temple bien construit pouvait durer des milliers d'années, et tant qu'il existerait, le nom du pharaon qui l'avait érigé serait souvenir. Séti comprenait cela profondément. Il savait que ses victoires militaires, aussi impressionnantes fussent-elles, seraient oubliées s'il ne les éternisait pas dans la pierre. Il entreprit donc un ambitieux programme de construction, rivalisant avec tout ce que ses prédécesseurs avaient accompli. Son projet le plus ambitieux et le plus personnel fut le temple d'Abydos. Abydos était l'un des lieux les plus sacrés d'Égypte, associé au culte d'Osiris, le dieu des morts et de la résurrection. Selon la mythologie, Osiris avait été assassiné par son frère Seth, démembré puis ressuscité par son épouse Isis. Abydos était considéré comme l'endroit où la tête d'Osiris était enterrée, ce qui en faisait un centre de pèlerinage pour les Égyptiens cherchant des bénédictions pour la vie après la mort. Construire un temple là-bas n'était pas seulement un acte de piété. C'était une déclaration que Séti était connecté au cycle même de mort et de renaissance qui régit le cosmos. Le temple d'Abydos était une merveille architecturale. Séti n'épargna aucune dépense. Il fit venir les meilleures pierres, engagea les artisans les plus habiles et supervisa personnellement de nombreux aspects de la conception. Le temple était construit en calcaire blanc éclatant, qui reflétait la lumière du soleil de façon éblouissante. Ses murs étaient couverts de bas-reliefs extrêmement détaillés, montrant des scènes de la vie de Séti, ses victoires militaires, ses offrandes aux dieux et les rituels qu'il accomplissait. Mais ce qui rendait Abydos véritablement unique, c'était la liste royale d'Abydos, une inscription énumérant les noms de tous les pharaons légitimes depuis les origines de l'Égypte. Akhenaton, bien sûr, en était omis. Il avait été considéré comme un hérétique, et son nom avait été effacé de l'histoire officielle. En incluant cette liste, Séti faisait plus qu'honorer ses prédécesseurs. Il se positionnait comme le restaurateur légitime de la tradition pharaonique, l'homme qui avait ramené l'Égypte sur la bonne voie après l'aberration d'Akhenaton. C'était une propagande brillante, mais aussi une expression sincère de ses croyances. Séti se voyait vraiment comme un maillon dans la grande chaîne des pharaons, remontant au temps mythique d'Horus et d'Osiris. Mais Abydos ne fut pas son seul projet. Séti agrandit aussi massivement le complexe de Karnak à Thébès. Karnak était déjà immense, le plus grand complexe religieux du monde antique, mais Séti le rendit encore plus grand. Il ajouta une nouvelle salle hypostyle, une vaste salle soutenue par 134 colonnes massives. Chaque colonne mesurait plus de 20 mètres de haut et était ornée de hiéroglyphes et de bas-reliefs colorés. Marcher dans la salle hypostyle, c'était comme entrer dans une forêt de pierres, où la lumière filtrée créait une atmosphère de mystère et de révérence. C'était un espace conçu pour impressionner, pour faire sentir à tout visiteur, qu'il fût paysan égyptien ou ambassadeur étranger, la grandeur et la puissance de l'Égypte. Et sur chaque pilier, sur chaque mur, le nom de Séti était inscrit, garantissant que personne n'oublierait qui avait construit cela. La construction de ces temples exigeait des ressources considérables. La pierre devait être extraite de carrières lointaines, transportée sur le Nil par de gigantesques barges, puis traînée jusqu'au chantier. Des milliers d'ouvriers étaient nécessaires, des tailleurs de pierre spécialisés aux porteurs ordinaires. Contrairement à une croyance populaire moderne, ces ouvriers n'étaient pas des esclaves au sens traditionnel. Beaucoup étaient des paysans travaillant sur les projets royaux pendant la saison des crues du Nil, lorsqu'ils ne pouvaient pas cultiver leurs terres. Ils recevaient nourriture, logement et même une rémunération sous forme de grains et de bière. Travailler sur un projet royal était aussi considéré comme un acte de dévotion religieuse, un moyen de servir les dieux et d'assurer des bénédictions pour soi-même et sa famille. Séti visitait fréquemment les chantiers, supervisant les progrès et s'assurant que ces normes fussent respectées. Il était exigeant, ne tolérant ni travail bâclé, ni matériaux médiocres. Mais il reconnaissait aussi et récompensait le bon travail.
Les artisans créant des bas-reliefs particulièrement beaux recevaient des primes, et les maîtres d'œuvre étaient élevés en statut. Séti comprenait que de grands monuments exigeaient non seulement des ressources, mais aussi un moral élevé et de la fierté dans le travail. Il cultivait cela par une combinaison d'exigence et de générosité. Alors qu'il construisait pour les dieux, Séti commença aussi à construire sa propre tombe. Dans la vallée des rois, la nécropole royale où les pharaons étaient enterrés, Séti ordonna l'excavation d'une tombe qui serait la plus longue et la plus élaborée jusqu'alors. La tombe de Séti, désignée KV-17 par les archéologues modernes, descendait profondément dans la roche, avec des couloirs décorés menant à plusieurs chambres. Les murs étaient couverts de textes et d'images du livre des portes et du livre de l'Amduat, guide religieux décrivant le voyage de l'âme à travers le monde souterrain. Chaque détail était soigneusement planifié pour garantir que Séti puisse naviguer en sécurité à travers les dangers de l'au-delà et atteindre la résurrection éternelle. La tombe serait aussi remplie de trésors, meubles, bijoux, armes et tout ce dont un pharaon pourrait avoir besoin dans la vie suivante. Mais même en planifiant pour la mort, Séti restait pleinement engagé dans la vie. Il continuait à gouverner activement, prenant des décisions en politique étrangère, supervisant l'administration du royaume et préparant son successeur. Il savait qu'un legs durable exigeait non seulement de grands actes, mais aussi de la continuité. Et pour garantir cela, il devait s'assurer que son fils fût prêt à monter sur le trône. Ce fils était Ramsès, qui plus tard serait connu comme Ramsès II et deviendrait l'un des pharaons les plus célèbres de l'histoire. Mais à cette époque, il n'était qu'un jeune prince, apprenant aux pieds de son père. Et Séti était déterminé à en faire un souverain digne de l'Égypte. Dès le début, Séti savait que son temps était limité. Aucun homme, aussi puissant fût-il, n'échappe à la mortalité. La seule façon pour un pharaon d'atteindre une véritable immortalité était à travers ses enfants, en assurant que son legs se poursuive à travers les générations. Séti avait plusieurs fils, mais l'un se distinguait, Ramsès II. Dès son jeune âge, Ramsès montra les qualités que Séti recherchait chez un successeur. Il était intelligent, charismatique, physiquement fort et possédait l'ambition implacable caractéristique des grands conquérants. Séti vit en Ramsès un reflet de lui-même et décida d'en faire non seulement un héritier, mais un pharaon aussi grand que lui, peut-être même plus grand. L'éducation de Ramsès fut rigoureuse et complète. Séti veilla à ce que le jeune prince reçoive un entraînement dans tous les domaines nécessaires pour gouverner l'Égypte. Il apprit à lire et écrire les hiéroglyphes, étudia des textes religieux et administratifs et fut instruit par les meilleurs scribes et prêtres. Mais Séti savait que la connaissance des livres ne suffisait pas. Un pharaon devait être guerrier, et les guerriers se forgeaient sur le champ de bataille, non dans les bibliothèques. Ainsi, dès son jeune âge, Ramsès accompagna son père dans des campagnes militaires. Il commença comme observateur, monté sur un char à côté de Séti, regardant l'armée égyptienne marcher, combattre et conquérir. Il vit comment son père commandait, comment il inspirait les hommes, comment il prenait des décisions rapides sous pression. Il vit aussi la brutalité de la guerre, les hommes mourants, le sang, la destruction. Séti ne cacha rien à son fils. Il voulait que Ramsès comprenne que gouverner l'Égypte n'était pas seulement cérémonie et temple, mais aussi la volonté de faire des choix difficiles et de porter le poids de leurs conséquences. À mesure que Ramsès grandissait, Séti lui confia des responsabilités croissantes. À 10 ans, il fut nommé commandant de troupes, un titre cérémoniel à l'époque, mais qui symbolisait son futur rôle. À 14 ans, il mena sa première petite campagne, une expédition punitive contre une tribu rebelle en Nubie. Séti surveilla de près, prêt à intervenir si nécessaire, mais Ramsès se distingua. Il montra du courage, une pensée tactique et la capacité d'inspirer les soldats. Séti fut fier. Son fils devenait le guerrier dont l'Égypte avait besoin. Mais être pharaon exigeait plus que des compétences militaires. Cela demandait aussi de la ruse politique.
Séti enseigna à Ramsès à naviguer dans la toile complexe d'alliances, de rivalités et d'intrigues caractérisant la cour royale. Il lui montra comment traiter avec des prêtres ambitieux, comment garder les gouverneurs provinciaux loyaux, comment utiliser récompenses et punitions pour maintenir le contrôle. Il enseigna aussi à Ramsès la diplomatie internationale. L'Égypte n'existait pas en isolement. Il y avait d'autres grands royaumes, les Hittites, les Babyloniens, les Assyriens, et entretenir des relations avec eux exigeait de la prudence. Un pharaon devait savoir quand faire la guerre et quand négocier, quand être souple et quand être inflexible. Séti partageait avec Ramsès les lettres diplomatiques qu'il recevait, discutait avec lui des réponses et lui permit progressivement de participer à des décisions réelles. C'était une éducation que peu de princes recevaient et qui préparait Ramsès non seulement à hériter du trône, mais à y prospérer. À mesure que Ramsès mûrissait, Séti commença à l'associer officiellement au trône. Lors de certaines cérémonies, Ramsès apparaissait aux côtés de Séti, vêtu des insignes royaux, présenté au peuple comme co-régent. C'était un moyen d'assurer une transition fluide du pouvoir. Quand Séti mourrait enfin, il n'y aurait aucun doute sur qui était le successeur légitime. Il n'y aurait ni lutte de pouvoir, ni coup d'État palatin, ni guerre civile. Ramsès serait pharaon, et tous l'accepteraient. Il y eut une dernière campagne que père et fils menèrent ensemble et qui devint légendaire. Séti, maintenant âgé et sentant le poids des ans, décida d'entreprendre une ultime expédition au nord pour consolider le contrôle égyptien sur les cités syriennes. Ramsès, désormais un jeune adulte, commandait l'une des divisions de l'armée. Ce fut une campagne réussie, mais elle marqua aussi un tournant. Pour la première fois, il devint clair que Ramsès était prêt à commander seul. Il prenait des décisions indépendantes, commandait avec autorité. Et les vétérans qui avaient suivi Séti pendant des décennies commençaient maintenant à transférer leur loyauté au jeune prince. Séti vit cela et en fut satisfait. Il avait accompli son devoir. L'Égypte aurait un successeur fort. Quand ils revinrent à Thèbes après cette campagne, une grande célébration eut lieu. Mais parmi les festivités, Séti ressentit une profonde mélancolie. Il savait que ses jours étaient comptés. Il avait conquis beaucoup, construit beaucoup, mais le temps est impitoyable, même pour les pharaons. Il commença à se préparer à la fin, non avec peur, mais avec la satisfaction de celui qui a accompli sa mission. Durant les dernières années de son règne, Séti passa plus de temps à Abydos, supervisant les derniers travaux de son temple. Il méditait dans les chambres silencieuses, entouré d'images des dieux et de ses propres exploits. Il pensait à sa vie, aux choix qu'il avait faits, aux hommes qu'il avait tués et à ceux qu'il avait sauvés. Il pensait à l'Égypte, à savoir s'il avait vraiment restauré sa grandeur ou simplement retardé sa chute inévitable. Ce sont là des questions sans réponse. Et Séti le savait, mais il trouvait du réconfort dans la certitude d'avoir tout donné. Il n'avait pas été un roi paresseux ou lâche. Il avait combattu, construit, régné de toutes ses forces. Et maintenant, Ramsès étant prêt à prendre la relève, il pouvait enfin se reposer. Quand Séti sentit que la fin approchait, il appela Ramsès pour une dernière conversation. Dans les chambres privées du palais, loin des courtisans et des prêtres, père et fils parlèrent une dernière fois. Séti donna ses derniers conseils, avertit Ramsès des défis à venir, l'encouragea à rester fort. Mais plus que des mots, il transmit un sentiment de continuité. L'Égypte était plus grande que tout homme, plus grande que tout pharaon. C'était une civilisation qui avait duré des milliers d'années, et si les dieux le permettaient, durerait des milliers de plus. Séti avait fait sa part. C'était maintenant au tour de Ramsès de faire la sienne. La mort vint silencieusement à Séti. Il n'y eut pas de bataille finale, aucun moment dramatique de défi aux dieux. Simplement, après des années de campagnes et de constructions, son corps céda. Il mourut dans son palais à Thébès, entouré de sa famille et des prêtres qui l'avaient servi pendant des décennies. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement dans toute l'Égypte. Il y eut un deuil sincère. Le peuple se souvenait comment Séti avait rétabli la sécurité, comment les frontières étaient protégées sous son règne, comment les temples avaient prospéré. Il n'avait pas été seulement un pharaon distant,
mais un guerrier menant par l'exemple. Et maintenant, il partait pour son dernier voyage, à travers le monde souterrain, vers la résurrection éternelle. Les rituels funéraires furent élaborés et prolongés. Le corps de Séthi fut embaumé par les meilleurs embaumeurs, un processus qui dura 70 jours. Chaque organe fut soigneusement retiré et conservé dans des vases canopes, sauf le cœur, laissé dans le corps, car les Égyptiens croyaient qu'il serait pesé lors du jugement final. La peau fut traitée avec des huiles et des résines, le corps enveloppé dans des bandes de lin fin et des amulettes placées entre les bandelettes pour protéger le pharaon dans son voyage. Quand l'embaumement fut achevé, le cortège funèbre partit de Thèbes vers la vallée des rois. C'était une procession grandiose. Des prêtres portèrent de l'encens, des chanteurs entonnaient des lamentations et la famille royale suivait le sarcophage doré où reposait Séthi. Ramsès, désormais pharaon, menait la procession vêtu des insignes complets du pouvoir. Il avait pleuré en privé la perte de son père, mais en public, il devait être fort. Un pharaon ne pouvait montrer de faiblesse, même dans le deuil. La tombe de Séthi était prête. Elle avait été creusée profondément dans la roche de la vallée des rois, descendant sur plus de 100 mètres à travers couloirs et chambres. Les murs étaient couverts de textes sacrés, de guides pour l'au-delà, d'images de Séthi devant les dieux. La chambre funéraire finale était magnifique, avec un plafond peint en bleu profond, parsemé d'étoiles dorées, représentant le ciel nocturne. Au centre de la chambre se trouvait le sarcophage en albâtre, translucide et magnifiquement sculpté. Le corps momifié de Séthi y fut placé, entouré de trésors, bijoux, armes, meubles, tout ce dont il pourrait avoir besoin dans la vie suivante. Les prêtres accomplirent les rituels finaux, l'ouverture de la bouche, qui symboliquement restaurait les sens du mort, lui permettant de parler, manger et vivre à nouveau dans l'au-delà. Ensuite, la tombe fut scellée. D'énormes blocs de pierre furent placés pour bloquer l'entrée, et des ouvriers recouvrirent le tout de gravats, essayant de cacher l'emplacement aux voleurs. Mais tous savaient que c'était une bataille perdue d'avance. Au fil des siècles, presque toutes les tombes royales seraient violées, leurs trésors volés, leurs occupants profanés. Mais à ce moment-là, tandis que les derniers ouvriers quittaient la vallée et que le soleil se couchait sur les collines thébaines, Séthi reposait en paix, enveloppé d'or et de prières, attendant la résurrection promise par les dieux. Dans le palais, Ramsès assuma pleinement le trône. Il était déterminé à honorer la mémoire de son père, mais aussi à surpasser ses exploits. Et à bien des égards, il y parvint. Ramsès II régna plus de 60 ans, livra des batailles encore plus grandes, construisit des monuments encore plus grandioses, et son nom devint synonyme de l'Égypte elle-même. Mais tout cela fut possible parce que Séthi avait préparé la voie. Il avait stabilisé l'empire, restauré les frontières, reconstruit la confiance du peuple. Il avait été les fondations sur lesquelles Ramsès bâtit sa gloire. Et pourtant, au fil des siècles, le nom de Séthi fut progressivement oublié, éclipsé par l'ombre gigantesque de son fils. Pendant des siècles, la tombe de Séthi resta scellée et oubliée. La vallée des rois fut abandonnée, recouverte par les sables du désert, ses entrées cachées. La civilisation égyptienne finit par s'effondrer, conquise d'abord par les Perses, puis par les Grecs, ensuite par les Romains et enfin par les Arabes. Les temples furent abandonnés, les hiéroglyphes oubliés et les noms des pharaons devinrent de vagues légendes. Mais la pierre demeura. Les temples que Séthi avait construits étaient encore debout. Leurs murs racontaient toujours ces histoires en images et en mots que plus personne ne pouvait lire. Puis, des milliers d'années plus tard, en l'année 1817 après Jésus-Christ, un homme nommé Giovanni Belzoni découvrit la tombe de Séthi. Belzoni était un aventurier italien, un chasseur de trésors travaillant pour des collectionneurs européens. Quand il descendit pour la première fois dans les couloirs de la tombe, sa torche éclairant les murs couverts de peintures vibrantes, il fut émerveillé. Les couleurs étaient encore vives, les détails encore nets. C'était comme si le temps n'avait pas passé. Il trouva le sarcophage d'albâtre vide. Les pilleurs de tombes y étaient là passés bien avant. Mais les murs racontaient toute l'histoire. Là était Séthi, sur son char,
terrassant ses ennemis. Là, il se tenait devant les dieux, recevant la vie éternelle. Là était le voyage de son âme, à travers le monde souterrain, chaque étape illustrée avec une précision méticuleuse. La découverte de la tombe de Séti fit sensation en Europe. Des dessins et des descriptions furent publiés, et pour la première fois depuis des millénaires, le monde redécouvrit le nom de Séti. Mais il n'atteignit jamais la renommée de son fils Ramsès. La momie de Séti fut finalement retrouvée, non dans sa tombe d'origine, mais dans une cachette secrète où d'anciens prêtres avaient déplacé plusieurs momies royales pour les protéger des voleurs. Quand les archéologues examinèrent enfin son corps préservé, ils découvrirent un homme grand, fort, aux traits nobles, même dans la mort. Des études modernes révélèrent qu'il était probablement mort vers l'âge de 50 ans, un âge respectable pour l'époque. Son corps portait les signes d'une vie d'activité physique intense, conforme à celle d'un guerrier ayant passé des années en campagne. Et là, enveloppé dans du lin ancien, reposait l'homme qui avait sauvé l'Égypte, restauré ses frontières et préparé le terrain pour l'une des dynasties les plus glorieuses de l'histoire. Aujourd'hui, la momie de Séti repose au musée égyptien du Caire, une relique silencieuse d'une ère depuis longtemps perdue. Des touristes passent devant elle chaque jour, beaucoup sans réaliser qui il fut, ce qu'il fit, l'empire qu'il sauva. Il est éclipsé par des noms plus célèbres, Toutankhamon avec son trésor intact, Ramsès avec ses monuments colossaux, Cléopâtre avec son drame romantique. Mais pour ceux qui étudient profondément l'histoire, qui lisent les inscriptions anciennes et comprennent le contexte, Séti apparaît comme une figure cruciale. Il fut le guerrier oublié, le pharaon, qui fit le dur travail de reconstruire un empire brisé, qui livra les batailles nécessaires, qui prit les décisions difficiles. Il ne chercha pas tant la gloire personnelle que le rétablissement de l'ordre. Et en cela, il réussit. Les murs de ces temples parlent encore, pour ceux qui savent les écouter. Ils racontent un homme qui apprit l'art de la guerre aux frontières brutales de l'Empire, qui mena des armées à travers des déserts impitoyables, qui affronta les ennemis les plus puissants de son temps et en sortit victorieux. Ils racontent un bâtisseur qui éleva des monuments aux dieux, qui chercha l'immortalité à travers la pierre et la foi. Ils racontent un père qui prépara son fils à régner, qui assura que son legs se poursuivrait à travers les générations. Et par-dessus tout, ils racontent un pharaon qui, quand l'Égypte était faible et fragmentée, eut la force et la vision pour la restaurer. Séti ne fut pas parfait. Il fut brutal envers ses ennemis, impitoyable envers les rebelles, exigeant envers son propre peuple. Il versa du sang, détruisit des cités et réduisit des milliers en esclavage. Mais il protégea aussi des millions, assura la prospérité et créa une stabilité qui permit à l'Égypte de prospérer encore un siècle. Dans la morale complexe du monde antique, il fut un grand pharaon, peut-être pas le plus célèbre, mais certainement l'un des plus efficaces. Et quand le sable du désert finit par recouvrir ses monuments, quand ses noms furent oubliés et ses histoires perdues, quelque chose demeura néanmoins. L'idée que même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, il est encore possible de rétablir l'ordre, de reconstruire ce qui a été brisé et de rendre sa grandeur à une nation. Telle fut la véritable immortalité de Séti. Non pas dans les temples qu'il construisit, ni dans les batailles qu'il gagna, mais dans la preuve vivante qu'un homme déterminé, doté de vision et de courage, peut changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, quand nous visitons les ruines de Karnak ou d'Abydos, quand nous marchons dans les couloirs silencieux de la vallée des rois, nous foulons les traces de Séti. Il passa par là, il y a plus de 3000 ans, un homme de chair et d'os comme nous, mais aussi quelque chose de plus. Il fut un pharaon, un dieu vivant pour son peuple, un guerrier portant le poids d'un empire sur ses épaules. Et quand il déposa enfin ce fardeau, quand il ferma les yeux pour la dernière fois et entama son voyage vers l'ouest, vers le royaume d'Osiris, il laissa derrière lui une Égypte transformée. Une Égypte plus forte, plus sûre, plus confiante. Une Égypte prête pour l'âge d'or à venir sous son fils. Telle fut la conquête de Séti. Non pas la gloire personnelle, mais le service rendu. Non pas la renommée éternelle, mais le travail bien accompli.
Et si aujourd'hui son nom est moins connu qu'il ne le mérite, s'il fut oublié dans l'ombre de Ramsès, peut-être cela ne l'aurait-il pas dérangé. Il avait accompli sa mission. Il avait restauré l'Égypte, préparé son héritier et garanti que la grande civilisation du Nil perdurerait. Le reste, la renommée et la mémoire, étaient entre les mains des dieux. Et tant que les étoiles brillent sur le désert, tant que le Nil continue de couler, tant que les pierres de ses temples sont encore debout, le nom de Séti n'est pas complètement oublié. Il résonne à travers les millénaires, un murmure d'un temps ancien, un rappel que toute grandeur n'est pas tapageuse, que tout héros n'est pas souvenir, mais que chacun laisse sa marque sur le monde. Séti Ier, le guerrier qui reconstruisit l'Empire, le pharaon de la guerre, repose maintenant dans le silence éternel. Mais son legs demeure, gravé dans la pierre, écrit dans le sang, bâti sur le sable et le temps. Il fut l'homme qui sauva l'Égypte, et cela au fond est la seule immortalité qui compte vraiment. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me and the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired